il faut vraiment se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a certaines décisions qu'on doit prendre à plusieurs, quelles sont les décisions qu'on doit prendre à plusieurs et ensuite avec quelle méthode. Le but, c'est vraiment d'essayer de sortir des formules de vocabulaire où on utilise une sorte de « on » indéterminé, un « nous » qui engloberait tout le monde. Quand on doit prendre une décision, en réalité, ce qu'on cherche par exemple à pointer avec holacratie, c'est de se poser la question dans quel rôle est-ce qu'on a besoin de prendre une décision? En fait, c'est au service de quelque chose dans l'organisation. Donc, le fait de clarifier quels sont les rôles à l'œuvre dans l'organisation apporte de la clarté dans les périmètres d'autorité et à quel endroit sont prises les décisions. C'est un pas déjà considérable sur le fait d'apporter de la clarté sur quel est le périmètre, en fait, combien de personnes on implique quand on prend une décision à plusieurs. Évidemment, avec la culture que nous avions, on avait le souhait d'avoir des méthodes de prise de décision qui soient fortement inspirées des pratiques de l'intelligence collective et qui permettent une certaine horizontalité, c'est-à-dire d'éviter les phénomènes de ce que je pourrais appeler de leadership implicite, où parce que quelqu'un occupe un poste ou a une fonction ou a une antériorité particulière dans un groupe, sa parole serait prépondérante, aurait plus de poids et finalement l'emporterait sur les décisions finales. On ne voulait pas non plus d'un système pyramidal où il y a une sorte de pyramide de validation avec des autorités grandes en haut et des autorités plus basses en bas. Et d'un autre côté, on avait pu constater chez nous et dans d'autres organisations avec lesquelles on peut travailler que quand on met systématiquement tout le monde autour d'une table pour toutes les décisions, ça peut être très compliqué. Et puis par ailleurs, ça prend énormément de temps. Et ce n'est pas forcément compatible avec le rythme d'activité et le besoin d'efficacité qu'on a dans une entreprise. Les pratiques de gouvernance partagée, il y en a plusieurs, utilisent beaucoup une méthode qui s'appelle la gestion par consentement, la décision par consentement. Et la prise de décision intégrative sur laquelle je veux faire le focus aujourd'hui est issue de cette culture de la gestion par consentement. Et donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce qu'on cherche à faire dans une organisation qui est en gouvernance partagée et qui cherche à répartir l'autorité, c'est-à-dire à distribuer le pouvoir entre les différents rôles de cette organisation, c'est à éviter que sur toute ou partie des domaines de décision, on ait besoin d'être tous d'accord. C'est ce qu'on appelle le consensus. Alors, il y a souvent dans le vocabulaire une confusion entre consensus et consentement. Et cette intervention aujourd'hui est pour moi l'occasion de clarifier le fait que c'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Et on pourrait même considérer que c'est opposé. C'est-à-dire que je pense que le consensus, c'est l'exact contraire du consentement. Puisque dans une démarche de consensus, on va essayer de mettre tout le monde d'accord. Il y a une certaine recherche d'unanimité quelque part. Et ça a pour conséquence, surtout dans des décisions un petit peu difficiles, d'essayer souvent d'aligner le groupe sur le plus petit dénominateur commun qu'il existe. Quand il y a des dissensions fortes à l'intérieur d'un groupe, au-delà de la discussion et du débat qui peut durer longtemps, quand il faut prendre une décision et acter une décision, la tentation va être de s'aligner sur le plus petit dénominateur commun. Donc, d'une part, le consensus est quelque chose qui amoindrit la possibilité d'avoir des décisions ambitieuses, assez marquées, assez fortes et assez rapides. Ce qui, pour une organisation qui a des contraintes économiques et des enjeux de rapidité comme une entreprise, est très compliqué. Et puis, il y a un autre défaut assez important dans la décision par consentement telle que nous la propose la sociocratie, c'est qu'il y a ce jeu de pouvoir qui peut exister, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu très fort à influencer les autres, finalement. Il y a déjà un premier pas qui est fait avec la gestion par consentement qui n'est pas une décision majoritaire. C'est-à-dire que quand on décide par consentement, à aucun moment on procède à un vote pour déterminer si une décision serait majoritaire parce que il est évident que le vote majoritaire ne permet pas de prendre en compte la minorité. Et en fait, ce n'est pas parce qu'une décision obtient une majorité dans un groupe qu'elle est forcément bonne. On a de nombreuses occasions de pouvoir constater ça dans le champ de l'entreprise, mais aussi dans le champ de la vie citoyenne et de la politique. Et la promesse de la gestion par consentement ainsi que de la décision intégrative, c'est de permettre de prendre en compte les objections. C'est-à-dire que si quelqu'un voit une raison qui fait que cette décision pourrait être mauvaise éventuellement ou créer un risque, créer un danger, à ce moment-là, on va être obligé de le prendre en compte.
de l'intégrer dans la décision, sans quoi il n'y a pas de décision qui est prise. Donc, dans le consensus, on cherche à mettre tout le monde d'accord et souvent sur un plus petit dénominateur commun. Dans le consentement, on cherche une décision sur laquelle il n'y ait pas d'objection. Ce qui déjà est quelque chose de très différent. Et la gestion par consentement a une différence fondamentale par rapport à la décision intégrative dont je parle aujourd'hui. Et elle est notamment sur la manière dont on va accepter et formuler les objections. Alors, ça peut sembler être un point de détail, et en réalité, ça change tout. À savoir que quand on procède à une décision de type décision intégrative ou décision par consentement, la structure est à peu près la même, on a une modalité avec plusieurs tours de parole. Dans la décision intégrative, l'idée, c'est qu'on part de la proposition d'un proposeur qui va formuler une proposition, souvent issue d'une tension, c'est-à-dire qu'on part d'un constat et la personne formule une proposition. C'est un point de départ. Cette proposition n'a pas besoin d'être aboutie ni parfaite. Elle peut être même très incomplète. Suite à quoi, on a un espace de questions de clarification pendant lequel les membres du cercle vont pouvoir poser leurs questions pour clarifier quelle est la proposition et éventuellement quelle était la tension sous-jacente qui a été exprimée par le proposeur. Pendant cet espace de questions de clarification, tout le monde peut poser des questions, uniquement des questions de clarification, autant de fois que nécessaire, et le proposeur répond. Une question, une réponse. Le facilitateur d'un tel processus veille à ce que les questions soient bien des questions de clarification et que ce ne soient pas des questions qui essayent déjà d'orienter le proposeur vers une autre solution ou une autre décision. C'est-à-dire que c'est une étape dans laquelle on s'abstient absolument d'exprimer un avis. Pour celles et ceux parmi vous qui connaissent le co-développement, c'est une approche qui utilise exactement le même processus. Pendant qu'on est dans les questions de clarification, on ne fait aucune proposition pour faire autrement et on n'émet aucun jugement sur la proposition. Cet espace dure aussi longtemps que nécessaire pour répondre à toutes les questions de clarification. Une fois que la situation est clarifiée, on a ensuite un tour de réaction où chaque personne dans le cercle, autour de la table, va pouvoir prendre la parole une fois pour exprimer son avis, son ressenti par rapport à la proposition, ses opinions, pourquoi pas. Et là, pour le coup, si on a un jugement sur le sujet, c'est le moment de l'émettre. Mais aussi, et ça c'est très important, chaque personne pourra faire des propositions pour bonifier, pour améliorer cette proposition qui a été faite. On fait un tour de table où chaque personne parle une seule fois, le proposeur ne prend pas la parole pendant ce tour-là. À la suite de quoi, le facilitateur revient vers le proposeur en lui demandant ce qu'il veut faire de sa proposition, à savoir la maintenir en l'état tel qu'elle avait été formulée au début, ou bien la modifier et l'amender, éventuellement apporter des clarifications. C'est une étape dans laquelle on n'incite pas le proposeur à prendre en compte les bonifications qu'on lui a suggérées. C'est un élément qui est très important parce qu'on a vraiment cette préoccupation en holacratie, dans ce type de gouvernance, de ne pas mélanger les tensions des uns et des autres et de traiter une seule tension à la fois. C'est-à-dire que le proposeur, dans sa proposition, n'a pas l'obligation de prendre en compte les problématiques des autres. Néanmoins, si des propositions lui semblent pertinentes, s'il a entendu des idées qui l'intéressent, il peut tout à fait les intégrer dans sa proposition et à ce moment-là formuler une deuxième version. On est sur une V2 de sa proposition qui nous permet d'aller ensuite sur la dernière étape de la décision intégrative, à savoir le tour d'objection. Et là, on va faire le tour de tous les membres du cercle en demandant est-ce que vous avez une objection sur cette proposition, une ou plusieurs objections. Et une objection, c'est une raison qui fait que si on adoptait cette proposition, cela pourrait causer du tort à l'organisation. Cette formulation-là, elle est extrêmement importante. Souvent dans des groupes qui commencent à pratiquer ce type de décision intégrative, on va la formuler systématiquement et poser pour chaque membre du cercle un tel, vois-tu une raison qui fait que si on adoptait cette proposition, cela pourrait causer du tort au cercle. On a des réponses oui ou non, et si on a des oui, ça veut dire qu'on a des objections. On va recenser toutes les objections et on va ensuite les intégrer, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de lever ces objections en modifiant s'il le faut la proposition, jusqu'à ce qu'on n'ait plus aucune objection autour de la table, et à ce moment-là, la décision sera actée, validée. Je vous parlais tout à l'heure d'une différence fondamentale qu'il existe entre la gestion par consentement et la décision intégrative. Elle se situe principalement au niveau d'une nuance dans la question qu'on pose sur voyez-vous une raison qui fait que si on adoptait cette proposition, causerait du tort, qui est la question qu'on pose pour soulever des objections
en holacratie, donc avec le processus de décision intégrative, alors que dans la gestion par consentement, qui vient de la sociocratie, on admet aussi qu'une objection puisse être quelque chose de plus individuel, de plus personnel. C'est-à-dire que quelqu'un peut très bien dire « j'ai une objection parce que moi, je ne peux pas vivre avec cette proposition-là, ça ne me va pas du tout ». Ça, c'est une objection recevable en sociocratie. Ça ne l'est pas dans la décision intégrative. Cette nuance-là dans la question est très importante parce que dans la décision intégrative, on opère un réel décentrage entre l'individu et l'organisation. Et on se pose toujours la question, est-ce que cette proposition qu'on s'apprête à prendre causerait du tort à l'organisation? Ce groupe-là est là au service d'une organisation, occupe des rôles au service d'une organisation. Si on a une objection, c'est par rapport à l'organisation. Et en fait, on évite avec ça un des inconvénients majeurs pour moi du processus de décision qu'il existe en sociocratie, qui est la possibilité pour les individus de bloquer absolument un processus de décision pour des questions qui leur sont très personnelles. Donc ça peut créer une sorte de prise de pouvoir par l'individu sur le collectif qui ralentit énormément le processus de décision et peut même l'insécuriser d'une certaine façon, chose qui est assez bien traitée avec la décision intégrative. Une dernière chose qui est très importante, au moment du tour d'objection, quand on a posé la question à tout le monde pour savoir si les uns ou les autres voient des raisons qui feraient que si on prenait cette décision, ça pourrait causer du tort, on a donc une liste d'objections qu'on va intégrer. Et à ce moment-là, le facilitateur, soit sur son initiative, soit à la demande de tout membre du cercle, peut tester les objections, c'est-à-dire vérifier si ce sont bien des objections et non pas une préférence personnelle. Donc là, on a une liste de questions du test des objections que je peux vous lire pour vous donner un petit peu une idée, qui vont orienter la personne qui objecte pour savoir si c'est vraiment une objection qu'on doit traiter absolument là tout de suite, ou bien si c'est une autre tension qui est en train de s'exprimer là. Auquel cas, le facilitateur va proposer à l'objecteur d'amener un autre point à l'ordre du jour pour qu'on puisse traiter cette tension-là avec toute l'attention qu'il mérite et en utilisant tout le bénéfice du processus de décision intégrative en étant complètement focus sur cette tension qui est apportée. Encore une fois, dans le tour d'objection, on essaye de ne pas additionner les tensions. Et ce test des objections, d'abord, est très pédagogique et permet de réorienter en fait les forces de blocage ou d'opposition qu'il peut y avoir sur des propositions. Et souvent, les personnes qui pensaient ne pas être d'accord réalisent que, en fait, elles ne pensent pas que la proposition soit mauvaise, elles ont juste une meilleure idée. Et on ne va pas s'empêcher de prendre une décision parce qu'il y aurait une meilleure idée. On va d'abord prendre cette première décision qu'on est très proche de prendre à ce moment-là. Et ensuite, si quelqu'un a des propositions ou des idées pour améliorer cette décision, eh bien, la personne peut l'amener dans un point suivant de l'ordre du jour d'une réunion qui utilise la décision intégrative. Cette décision intégrative, je vous ai décrit un peu le processus. Il faut bien comprendre qu'on ne l'utilise pas pour toutes les décisions. Sinon, ça aurait un inconvénient majeur, c'est qu'il faudrait qu'on passe peut-être 50% de notre temps en réunion à faire des processus de décision intégrative, parce que c'est un processus qui prend du temps. Le temps des questions de clarification peut être long, le temps des réactions et des intégrations d'objections aussi. Donc, il faut bien voir à quel endroit on pense que c'est légitime de pratiquer ce type de décision. Et ça n'est pas parce qu'on est un groupe qui veut pratiquer l'horizontalité dans son management ou dans sa prise de décision qu'il faut que absolument toutes les décisions passent par cette méthode-là. Ce qu'on fait en holacratie, il y a peut-être d'autres approches, mais notre parti pris en holacratie, c'est de réserver cette méthode-là, ce processus de prise de décision, aux décisions qui concernent la gouvernance. C'est-à-dire que toutes les décisions structurelles qui vont impacter la manière dont sont créés, designés les rôles, la manière dont est distribuée l'autorité, ou dont elle est concentrée éventuellement, ces décisions-là, on les prend avec le processus de décision intégrative. Et ensuite, une fois qu'on a donné cette autorité un rôle, on lui laisse toute latitude pour prendre les décisions qu'il a à prendre dans son rôle ou dans un sous-cercle avec les processus qui lui semblent les meilleurs. L'idée n'est vraiment pas de prendre toutes les décisions d'une organisation avec ce processus-là, mais de prendre celles qui sont les plus structurelles et donc qui interviennent à la strate organisationnelle. Avec un avantage considérable qui est qu'on prend avec le processus de décision intégrative des décisions extrêmement robustes parce que tout le cercle a pu y participer et seuls les membres du cercle, c'est-à-dire qu'on reste dans une logique où
où ce sont bien ceux qui participent à un cercle, qui ont un rôle dans le cercle, qui peuvent participer à ce processus de décision, et non pas à un système où tout le monde pourrait participer à toute réunion qui prendrait des décisions en mode intégratif. Donc des décisions robustes et des décisions qui peuvent être ambitieuses, qui peuvent permettre de prendre des risques et d'essayer des choses, de faire de l'expérimentation, parce qu'on sait qu'on a des espaces qui permettent de revenir sur les décisions, de modifier les décisions prises, toujours selon le même processus. C'est-à-dire qu'une décision qui a été prise en décision intégrative peut être modifiée, déconstruite, supprimée avec une autre décision prise selon le même processus. Voilà les grands avantages de cette modalité de décision. Et je vais faire un petit écart par rapport à ça, qui est un dérivé de la décision intégrative qu'on utilise beaucoup en holacratie, mais aussi dans d'autres formes de gouvernance partagée, qui est l'élection intégrative. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'élection sans candidat. L'élection intégrative, c'est l'élection sans candidat en version intégrative, comme la décision intégrative versus la décision par consentement. C'est-à-dire qu'elle permet de désigner une personne dans un rôle avec un processus d'élection dans lequel il n'y a pas de candidat déclaré avant. On fait des tours de table successifs. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais vous donner plus de détails sur le processus. Et de la même façon, le résultat de l'objection du mode de désignation passe au filtre du test des objections. C'est-à-dire qu'on va vérifier si ce qui sort des 2 tours de nomination pourrait causer du tort à l'organisation. Et s'il n'y a pas d'objection recevable, à ce moment-là, la décision de nomination par élection est entérinée. Donc en fait, c'est un processus de décision intégrative, mais appliqué à une élection sans candidat, et ce qui a le même avantage, c'est-à-dire de créer beaucoup de robustesse dans le processus. Les personnes qui sont désignées avec cette méthode sont désignées avec beaucoup de force, avec beaucoup de validité, sont peu et rarement remises en question, et ça va leur donner beaucoup d'autorité dans les rôles dans lesquels ils sont désignés. À titre informatif, en holacratie, c'est un processus qu'on utilise pour les rôles de facilitateur, les rôles de secrétaire et les rôles de représentants des cercles. De la même façon qu'on ne prend pas toutes les décisions en décision intégrative, on ne désigne pas tous les rôles en élection intégrative, parce que ce serait tout simplement très très long, et il y a un moment où la prise de décision intégrative peut venir en contradiction avec la recherche d'autonomie dans les rôles, qui est quand même un des fondements de la gouvernance partagée. Voilà, donc cet équilibre est très important à trouver, et c'est important aussi que le processus utilisé se base sur des règles claires et explicites. J'ai mentionné à plusieurs reprises depuis le début de ma présentation les règles du jeu qu'on utilise en holacratie. C'est le choix qu'on a fait chez Semaoui, et c'est un processus qui nous va bien, qui nous paraît robuste et très efficace. Il en existe d'autres. Ce qui me paraît surtout important, c'est que la règle de décision à plusieurs soit un processus écrit quelque part, facilité par un facilitateur ou une facilitatrice. Cet explicite sur la règle est vraiment important et lui donne énormément de force et de crédibilité. Si on est dans quelque chose de plus approximatif, qui varie d'une fois sur l'autre en fonction de qui facilite ou en fonction de qui est présent, en réalité, on a quelque chose qui peut plutôt être insécurisant et qui peut à mon avis, être un réel frein dans une organisation qui veut fonctionner avec de l'horizontalité comme ça. Voilà pour les grandes lignes de ma présentation, de ce que c'est que la décision intégrative. On peut tirer des ficelles sur plusieurs sujets à partir de là, parce que, comme je vous l'ai expliqué, la décision intégrative n'est pas une modalité de fonctionnement qui se suffit à elle-même. Et notamment, il faut être très au clair sur quels sont les périmètres sur lesquels on pratique cette modalité de décision. Et donc, le corollaire, dans les autres périmètres, quel mode de décision on utilise. Et cette clarté-là est très importante. Voilà, donc ça, c'est en lien direct évidemment avec les modalités de gouvernance globalement qui sont choisies par l'organisation. J'ai vu passer quelques messages, donc peut-être qu'il y a des questions qui sont arrivées. Et je pense que Sarah, sinon tu avais d'autres questions à me poser. Oui, merci Alyosha. En effet, il y a plusieurs questions qui sont arrivées, donc je vais les saisir tout de suite. Il y en a une qui me paraît assez adaptée. Magali nous demande quelles sont les questions pour tester une objection. Ouais. Alors, les questions, d'abord, il y a
une possibilité dans laquelle une objection est toujours recevable, c'est si l'objection pointe une décision qui soit non valide du point de vue de la gouvernance. Je reprends notre exemple en holacratie. Notre règle du jeu de gouvernance, c'est la constitution holacratie. Cette constitution définit un certain nombre de règles, comme toute constitution. Si on s'apprête à prendre une décision qui ne respecte pas notre constitution, en tant que membre du cercle, je peux lever une objection et elle est automatiquement recevable parce qu'elle pointe une non-validité par rapport aux règles du jeu, à notre constitution. Donc ça, ce sont des objections qui sont toujours recevables et qui doivent obligatoirement être intégrées. Ensuite, on a une série de questions et on utilise pour ça une petite fiche méthodologique de test des objections qui sont les objections telles qu'on les utilise en gouvernance en holacratie. Et je vais vous donner un petit peu le déroulé qu'on utilise. Donc, on va poser cette série de questions à la personne qui objecte. On va s'attacher à ce que la personne amène des réponses les plus factuelles possibles, mais en tant que facilitateur, si c'est moi qui fais ce processus de test des objections, je n'ai pas à me prononcer sur le fond. C'est-à-dire que je sois d'accord ou pas avec les arguments avancés n'a pas d'importance à ce stade-là. Ce qui est important, par contre, c'est qu'il y ait un argument qui soit amené par la personne qui objecte. Si la personne n'a pas de quoi étayer son objection, elle est de fait rejetée et on n'a pas besoin de l'intégrer, on peut passer au tour suivant. Donc, on va poser une première question, qui est de savoir si est-ce que la proposition cause du tort, c'est-à-dire que si on l'adopte, ça cause du tort, ou bien est-ce que l'objecteur pense plutôt que la proposition serait incomplète ou inutile? Dans le deuxième cas, si c'est une proposition incomplète ou inutile, on considère que l'objection n'est pas recevable. C'est-à-dire que c'est une proposition pour faire mieux. On ne va pas s'empêcher de faire ce premier pas et on va orienter l'objecteur en lui disant amène un point à l'ordre du jour, on pourra opérer toutes les améliorations que tu proposes. Premier test qui est très important parce que si on essaye de prendre toutes les propositions d'amélioration de la proposition, en fait, on risque naturellement de glisser dans une conversation qui serait très très longue, dont on peut ne pas sortir. Donc, on ne retient pas ça comme une objection valide. Deuxième question test, est-ce que le tort est créé par la proposition ou bien est-ce que si on retirait la proposition, le tort existerait toujours? C'est-à-dire, est-ce que c'est bien le fait de prendre cette décision qu'on s'apprête à prendre qui nous crée ce problème? Parce que si le problème préexiste, encore une fois, on ne va pas s'empêcher de prendre la décision qui est amenée sur la table, qui est amenée parce qu'elle traite une tension pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important et qui souvent amène beaucoup de prise de conscience pour les personnes qui objectent, qui réalisent qu'en fait, c'est un problème qui existe déjà et ce n'est pas parce qu'on prend cette décision-là que le problème existe. À ce moment-là, on peut essayer cette proposition. Donc, elle peut être adoptée. La question suivante, c'est si, en tant qu'objecteur, vous voyez une raison qui fait que ça pourrait causer du tort, je vais vous poser la question, est-ce que vous êtes sûr que ce tort va survenir ou est-ce que vous anticipez que ce tort pourrait arriver? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un élément factuel qui rend la survenance de ce problème certaine ou bien est-ce que vous pensez que c'est probable, voire très probable? Si c'est un tort qui est anticipé, on suppose que ça peut créer ce problème, j'ai une deuxième question test à poser qui peut éventuellement invalider l'objection. À savoir, est-ce que ce problème qui serait créé par la proposition, si jamais il survient, est-ce qu'il causerait un tort significatif qui fait qu'on n'aurait pas le temps de s'adapter, ou bien est-ce qu'on peut quand même essayer cette proposition tout en sachant qu'à tout moment, on peut modifier la décision en réutilisant ce même processus de décision intégrative. Si l'objecteur répond qu'effectivement, on pourrait essayer, et puis si ça ne marche pas, on modifiera la proposition, à ce moment-là, l'objection n'est pas recevable et on va quand même prendre la décision. Et enfin, dernière question test, est-ce que la proposition qu'on s'apprête à prendre limite l'un de vos rôles en tant qu'objecteur? Ou bien est-ce que vous êtes en train d'essayer d'aider un autre rôle ou l'ensemble du cercle ou de l'organisation? Si vous êtes en train d'aider un autre rôle ou l'organisation d'une manière générale, mais que vous n'êtes pas impacté dans l'un de vos rôles, l'objection n'est pas recevable. Là encore, on est vraiment à la recherche d'une efficacité de décision et d'un pouvoir de décision donné à ceux qui sont impactés par les décisions et pas à ceux qui ont une idée sur le sujet alors même qu'ils ne sont pas concernés par la décision qui est prise.
C'est une objection qui parfois, c'est un test d'objection qui parfois est un peu rude à recevoir pour les personnes qui voulaient aider, donc qui partent d'une intention tout à fait louable, mais à qui on va dire non, on ne va pas prendre en compte ton objection parce que tu n'es pas en train de parler au nom d'un de tes rôles, mais tu fais l'hypothèse que ça pourrait être un problème pour un autre rôle. Et en réalité, ce qu'on fait dans les principes de gouvernance partagée, c'est qu'on cherche à aller chercher l'autonomie et la responsabilité des rôles. Donc, si quelqu'un d'autre, dans un autre rôle, voit un problème, on lui fait confiance pour amener une objection. Donc, ce tour d'objection, c'est à la fois une opportunité pour pointer un risque potentiel, quelque chose qu'on a identifié, et c'est en même temps une grande responsabilité pour les membres du cercle de poser des objections si on en voit, parce qu'une fois que le tour d'objection sera passé, on ne pourra plus dire « Ah bah oui, si finalement je n'étais pas d'accord ». En fait. Voilà la liste des questions tests qu'on pose pour tester si une objection est recevable, c'est-à-dire est-ce qu'on doit l'intégrer là maintenant au moment où on prend la décision, ou bien est-ce que c'est une autre tension et à ce moment-là, on la traite autrement à un autre moment. D'accord, merci. Une autre question assez opérationnelle sur le processus. Qui est le proposeur? Est-ce que ça peut être n'importe qui dans l'organisation, indépendamment de sa position dans la hiérarchie? Merci, c'est une super question. Alors en fait, sur le sujet du jour, sur la décision intégrative, effectivement, je n'ai pas parlé de qui pouvaient être les proposeurs. Si je prends l'exemple de la réunion de gouvernance en holacratie, qui est le type de réunion dans lequel on utilise la prise de décision intégrative, un proposeur peut être n'importe quel membre du cercle. Puisqu'on est dans des modalités de réunion où les ordres du jour ne sont pas faits avant la réunion, ils sont faits au moment où on ouvre la réunion. Toutes les personnes qui sont présentes peuvent ajouter des points dans l'ordre du jour, ce qu'on appelle des tensions en holacratie, et on va traiter ces points un par un. Donc, toutes les personnes qui sont autour de la table, donc qui ont été invitées et donc qui sont membres du cercle, peuvent amener des points et donc sont susceptibles de faire une proposition qui sera un point de départ de décision intégrative. Donc, c'est très intéressant parce que ça permet à tous les membres, indépendamment de quel rôle ils ont ou de quelle autorité, etc., d'amener des propositions pour adapter, restructurer l'organisation. J'arrive à une autre question. Véronique dit « Je comprends que la décision intégrative prend même des limites liées au rôle. » Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu peux reformuler la question, me répéter la question, s'il te plaît? Je crois qu'il doit manquer un mot. Je comprends que la décision intégrative prend quand même des limites liées au rôle. Oui, d'une certaine façon. C'est-à-dire que par rapport à mon test d'objection que je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne peux pas objecter une proposition de quelqu'un d'autre si le tort que j'ai identifié n'impacte aucun de mes rôles. Ça ne veut pas dire que je ne peux faire des propositions que sur mes rôles. On est justement dans une modalité où tout le monde peut faire des propositions parce qu'on a identifié une tension. Donc si dans l'un de nos rôles, on a une situation qui nous pose un problème, donc qui est une tension, on peut, à partir de là, faire une proposition de gouvernance avec ce processus de décision intégrative. Donc, si dans mon entreprise, je suis responsable du site web, je peux très bien avoir une tension qui concerne quelque chose d'autre que mon rôle et faire une proposition pour créer un rôle compta parce que je veux m'assurer que le bilan sera bien fait à la fin de l'année, même si dans mon rôle site web, je ne vais jamais y participer. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui consiste à expliciter l'existant ou à exprimer de manière explicite dans la gouvernance des besoins qui existent pour les autres rôles, ce sont des propositions recevables de gouvernance. Voilà. Donc, en réalité, on n'est pas limité par nos rôles. On va simplement avoir de l'attention sur les rôles dans la décision intégrative au moment des objections pour s'assurer qu'on n'est pas en train d'empêcher d'autres personnes d'essayer quelque chose dans l'organisation si on est soi-même non concerné. D'accord? Donc, si je reprends mon exemple d'avant, si j'ai mon rôle site web et que je n'ai que celui-là, imaginons dans mon entreprise, et qu'il y a un autre cercle qui s'occupe de la comptabilité qui veut prendre une décision avec laquelle je ne suis pas d'accord, et que je pose une objection, j'aurai du mal à démontrer que ça cause un problème à mon rôle site web. Donc, en fait, mon objection ne sera certainement pas recevable, sauf si je démontre que d'une manière ou d'une autre, ça impacte mon rôle. Voilà. D'accord, merci. Une autre question sur la validité d'une objection. Mais comment faire si l'objection est pour un autre rôle,
donc non recevable, mais qu'il s'agisse d'un rôle important pour le fonctionnement de l'équipe ou de l'entreprise. On fait confiance à ce rôle pour porter son objection s'il en a une. C'est-à-dire qu'on ne présume pas de ce qui est important pour les autres. Alors, peut-être que ce qu'il y a derrière la question, c'est si la personne est absente. En fait, on a toujours la possibilité pour tout le monde d'amener des propositions dans les réunions de gouvernance pour modifier des décisions qui ont déjà été prises. Donc, si par exemple, dans une réunion de gouvernance, des décisions ont été prises, elles impactent un de mes rôles, j'étais absent à la réunion, je peux très bien venir à la réunion suivante pour apporter les modifications qui me semblent nécessaires. C'est-à-dire qu'en fait, on a dans le processus de gouvernance qui va avec la décision intégrative les espaces nécessaires pour traiter les tensions qui peuvent être générées par des prises de décision. Mais surtout, on ne s'empêche jamais de prendre des décisions parce que sinon, c'est complètement immobilisant pour l'organisation et c'est même dangereux parce que, surtout dans une entreprise ou en tous les cas dans une organisation qui a besoin de pouvoir prendre beaucoup de décisions assez rapidement, on a besoin que les décisions puissent être prises en fonction d'un contexte, d'une actualité immédiate. Et si on n'a pas cette réactivité suffisante et qu'on attend qu'il y ait absolument tout le monde en réunion, on peut s'empêcher de prendre des décisions qui seraient… en fait, la non-décision peut être parfois pire qu'une décision imparfaite. Donc, on ne s'empêche pas de prendre une décision pour ça et on ne présume pas du tort qui peut être créé pour les autres. Alors, si on parle d'un cas de figure où la décision aurait un impact énorme sur l'organisation, même si cet impact concerne d'autres rôles, si cet impact est majeur et structurel sur l'organisation, probablement que dans l'un de mes rôles, ça va m'affecter. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple, si dans mon rôle site web, j'ai une objection pour une décision qui est prise qui concerne un rôle comptabilité, si le risque que j'ai identifié, c'est qu'on ne dépose pas le bilan à temps et que l'entreprise se mette en situation d'illégalité, je suis concerné dans mon rôle site web parce que je suis au service de la raison d'être d'une organisation et là, on est en train de toucher à la viabilité de l'entreprise, par exemple. Donc, en fait, l'impact sur les rôles, il peut être indirect et c'est recevable si c'est un impact indirect. Une objection qui ne serait pas recevable, c'est si le rôle comptable veut créer deux sous-rôles, l'un pour saisir les ventes et l'autre pour saisir les achats et que je ne suis pas d'accord. Là, dans mon rôle site web, en gros, on ne me demande pas mon avis parce que je ne suis pas concerné par cette décision. Quelle que soit la décision, ça ne va pas m'impacter dans mon rôle. Voilà, donc il faut vraiment s'assurer que le tort est suffisamment grave pour qu'il impacte mon rôle, pour que l'objection soit recevable. D'accord, merci. On a pas mal de questions qui arrivent sur la posture du facilitateur. Qui il est? Est-ce qu'il peut prendre part aux décisions? Est-ce qu'il peut mettre une objection? Est-ce que ça doit être une personne extérieure? Comment est-ce que nous nous organisons? Tu pourras peut-être également apporter des éléments de précision sur la limite de temps donnée pour réaliser ce processus intégratif. Très bien. J'ai donné cette information-là, une partie de l'information, quand j'ai parlé de l'élection sans candidat en mode intégratif. Un des rôles qui est un rôle élu dans notre principe de gouvernance en holacratie, c'est le rôle facilitateur. Donc, chaque cercle a un facilitateur ou une facilitatrice qui est élu avec un processus d'élection sans candidat qui se termine par un tour d'objection, comme on le fait dans la décision intégrative. C'est-à-dire que toute personne du cercle peut être désignée par le cercle pour occuper ce rôle-là pour un mandat d'une durée de X mois. A priori, alors en fait ça dépend des versions de la Constitution en holacratie, mais en principe, notamment dans la version 4, il est interdit que le facilitateur soit le premier lien du cercle. C'est-à-dire que la personne qui est en position d'autorité dans un cercle, qui a le leadership le plus fort, qui est dans ce rôle-là, ne peut pas être élu facilitateur. Ça, c'est un point qui est assez important et qui est assez bousculant. On le voit quand on accompagne des organisations sur le plan managérial parce que il y a souvent une prise de position assez naturelle des leaders d'un cercle sur la facilitation du processus des réunions. En fait, c'est très important, à mon avis, que ce ne soit pas la même personne et qu'il n'y ait pas de confusion entre l'autorité la plus forte et la facilitation. Parce que le processus de facilitation est un processus qui demande un certain détachement, c'est-à-dire qu'il faut être capable de valider une objection alors même qu'on n'est pas d'accord, il faut être capable de soutenir quelqu'un qui porte une proposition alors même qu'on a un avis différent. Et donc, il faut être capable de cette distanciation par rapport à ces autres rôles.
Donc, ça peut être un membre du cercle, ça peut être quelqu'un d'extérieur au cercle. Et ça peut être d'ailleurs une excellente pratique qu'un cercle désigne un facilitateur qui soit quelqu'un qui vienne d'un autre cercle, de la même organisation, mais quelqu'un qui travaillerait dans une autre équipe, par exemple. Parce que ça veut dire qu'on a à ce moment-là un facilitateur qui va vraiment être au service du processus, au service de cette équipe-là, et qui sera, a priori, pas trop impliqué par le détail des décisions qui vont être prises. On peut imaginer que ce soit quelqu'un de complètement extérieur, et d'ailleurs, nous, dans notre métier, ça nous arrive souvent d'être facilitateur dans d'autres entreprises, et ça fait partie de la valeur ajoutée qu'on peut apporter, soit parce que ce sont des groupes qui sont en train d'apprendre à utiliser ces méthodes-là, soit parce que ce sont des groupes qui vivent des tensions particulières ou qui savent avoir des décisions très sensibles à prendre et qui ne veulent pas avoir l'un des leurs qui soit à la fois facilitateur et membre partie prenante. Si vous vous retrouvez dans ce rôle-là de facilitateur ou de facilitatrice tout en ayant un autre ou plusieurs autres rôles dans le cercle en question, ça veut dire qu'il faut vraiment apprendre à faire cette distinction à l'intérieur de soi-même, cette part des choses entre les différents rôles que j'ai dans l'organisation et mon rôle de facilitateur. Ça peut passer par une verbalisation. Moi-même, je suis facilitateur de certains cercles de CEMAWI, ceux dont je ne suis pas le leader. Et quand je facilite ces réunions-là, je suis aussi membre de ces cercles en général. Donc, quand je prends la parole en tant que facilitateur, eh bien, je dis en tant que facilitateur, je vais commencer le tour d'objection, je vais commencer le tour de clarification, etc. Et quand je prends la parole en tant que membre, eh bien, je dis en tant que membre, ou bien dans mon rôle formateur, ou dans mon rôle ceci ou cela. Ça permet de clarifier dans lequel de ces rôles on est en train de parler. Et même pour soi, dans la position de facilitation, c'est très soutenant de verbaliser cette clarification dans les différents rôles qu'on peut, au travers desquels on peut s'exprimer. Non, il n'y a pas de temps limite. C'est-à-dire que quand on rentre dans un processus de décision intégrative sur une tension qui a été apportée en réunion, on n'a absolument aucune idée du temps qu'on va y passer. Et des points très simples peuvent durer très longtemps et des points complexes vont parfois remarquablement vite. Quand un groupe est rodé et qu'il n'y a pas d'objection et qu'on va vite, en 5 minutes, on peut traiter un point avec la décision intégrative. Inversement, j'ai déjà vu des points qui prennent plus d'1 heure à être traités. Quand on embarque sur un point, on ne s'arrête pas jusqu'à ce que ce soit fini. Ça veut dire que dans une réunion qui utilise le processus de décision intégrative, ce qui est le cas de nos réunions de gouvernance, on ne peut pas dire à l'avance combien de points d'ordre du jour on va traiter. Donc, quand on fait l'ordre du jour au début de la réunion, on peut s'efforcer d'essayer de traiter tous les points, mais le facilitateur ne peut pas garantir qu'on va y arriver. Ce qui est une posture très différente de celle qu'on a dans les réunions opérationnelles, ce qu'on appelle les réunions tactiques ou les réunions de triage en holacratie, où en fait, là pour le coup, le facilitateur a l'obligation de traiter tous les points qui sont amenés à l'ordre du jour. Donc en fait, de fixer sa cadence de traitement en fonction de sa durée et de la taille de son ordre du jour. Parce que dans ces méthodes de réunion opérationnelle, on a un processus extrêmement léger, on n'a pas tous ces tours de parole, etc. Donc en fait, on sait qu'on est capable d'aller vite si on en a besoin. Dans la décision intégrative, ce n'est pas possible à prédire, donc il n'y a pas de temps limite. Évidemment, si on arrive à la fin d'un créneau horaire de réunion, le facilitateur a l'autorité pour poser la question aux membres du cercle, est-ce qu'ils veulent étendre la réunion pour terminer cette prise de décision, rajouter une demi-heure ou plus de temps s'ils le souhaitent. S'il n'y a pas d'opposition à ça, on peut faire ce choix. Et le facilitateur peut aussi dire, à ce moment-là, on interrompt la décision, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de décision parce qu'on n'a pas été capable d'arriver à une décision intégrée et à lever toutes les objections. Et à ce moment-là, la réunion se termine sans qu'une décision soit prise. Le fait de vivre ça une fois ou deux dans une équipe, c'est très intéressant parce que c'est aussi responsabilisant sur les postures des uns et des autres, sur la capacité à être concis quand on s'exprime. Souvent, les décisions qui sont très très longues à prendre, ce n'est pas juste parce que ce sont des décisions compliquées où il y a des avis différents, c'est aussi parce qu'il y a des personnes qui utilisent leur temps de parole pour faire plus que juste donner un avis. Et ça, on le connaît tous dans les réunions, dans les dynamiques de groupe. Il y a des gens qui ont besoin d'utiliser ces temps de parole pour parler, pour des raisons qui leur appartiennent. Et dans la décision intégrative, on ne va pas couper la parole, on ne va pas interrompre ces prises de parole, donc ça peut durer longtemps. Il y a un apprentissage dans ce processus-là, et au bout de quelques semaines ou de quelques mois de fonctionnement avec ces règles du jeu,
en général, les équipes arrivent à une célérité de prise de décision beaucoup plus grande. Voilà. Mais cet apprentissage-là, il est un peu long. Et en fait, il y a même deux choses qui se jouent en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a un apprentissage de la méthode pour bien comprendre la séquence des tours de parole, quand est-ce que je pourrais parler, quand est-ce que je ne pourrais pas parler, etc. Ce qui n'est pas tout à fait intuitif, il faut bien le dire. Et il y a un désapprentissage aussi à faire, c'est-à-dire qu'on a grandi et vécu dans des organisations, dans des systèmes de prise de décision où le débat est très valorisé, où le débat contradictoire est perçu comme une méthode pour s'approcher de la décision. C'est un point de vue. Et donc, on a envie spontanément de réagir à chaud quand on n'est pas d'accord. Et désapprendre ce réflexe est parfois assez frustrant pour les gens qui découvrent ces processus de décision. Mais ça fait partie de ce qui fait grandir les membres d'un cercle. Merci Alyosha. On a beaucoup de questions. J'en prends une parce qu'elle fait très bien le rebond avec ce que tu viens de nous dire là. On demande si ces outils ont été utilisés pour des projets, des activités en lien avec des élus de société civile ou des projets qui soient du coup hors du monde de l'entreprise. Merci pour cette question. On aimerait beaucoup. Oui, il y a des tentatives. Je ne connais pas de cas de figure d'une collectivité d'élus qui aujourd'hui utilise ces règles dans son processus de prise de décision. Je pense que dans la décision d'une mairie, par exemple d'un conseil municipal, mettons, de ce que je sais, la loi encadre beaucoup la manière dont le conseil municipal prend ses décisions et notamment l'utilisation du vote majoritaire, qui est complètement contradictoire avec la prise de décision intégrative. Néanmoins, je sais qu'il existe plusieurs expérimentations de groupes d'élus qui ont utilisé des pratiques de gouvernance partagée pour prendre les décisions entre eux, avec plus ou moins de succès. En partie, et notamment la plupart des échecs dont j'ai pu avoir connaissance, ça vient du fait qu'il y avait un manque de connaissance du processus et un manque d'accompagnement dans la manière dont le processus de décision était pratiqué. Et donc, les gens se sont désengagés parce qu'il y avait des objections qui étaient acceptées alors qu'elles n'étaient pas recevables. La facilitation est absolument déterminante en fait, dans ce processus, notamment quand ce sont des groupes qui débutent et qui ne connaissent pas tout à fait bien ces règles du jeu. Il faut des facilitateurs ou des facilitatrices qui soient capables de poser de manière très ferme la manière dont les règles fonctionnent, à quel moment on peut parler, quelle réaction est acceptable ou pas, etc. Sinon, eh bien, tout simplement, on glisse vers des choses qui existent dans la recherche de consensus, qui sont des sortes de prises de pouvoir implicites et des postures masquées. Et où finalement, dans ces situations-là de débat et de discussion très ouvertes, en réalité, la méthode la plus efficace pour parvenir à ces fins, quand on veut porter une proposition ou quand on est contre une proposition, ce sont des méthodes d'influence, des sortes de méthodes de lobbying. Et donc, en fait, il y a des vraies dynamiques de pression psychologique qui s'opèrent dans les groupes et qui peuvent devenir finalement assez violentes à vivre pour les membres. Et il y a plusieurs collectifs qui ont vraiment connu des déboires avec ça. Donc, ce n'est pas un outil qu'on peut utiliser isolément. C'est-à-dire que la décision intégrative, elle va de pair avec une clarté dans les rôles et des règles du jeu de gouvernance qui soient explicites. Si on n'a pas une constitution qui explique clairement où sont les autorités, comment sont prises les décisions, etc., en fait, on reste dans un monde principalement implicite avec tous les désavantages que ça présente, tous les risques que ça présente. Ça ne nous empêche pas, à nous, de travailler activement à essayer d'opérer une porosité entre les organisations comme les nôtres et plein d'autres qui expérimentent et qui pratiquent de la gouvernance partagée pour essayer d'aller influencer le monde politique et le monde des élus et amener au moins une partie de cette culture-là dans ces sphères-là. Notamment, peut-être que certains d'entre vous le savent, on a un travail en cours qui est vraiment intéressant avec la ville de Grenoble sur ce sujet-là, mais il faut bien voir qu'on est au balbutiement de ces sujets et de ce changement de culture. Merci. Notre question, si l'ordre du jour est défini sur le moment, donc je pense qu'on fait allusion aux réunions de triage et de gouvernance, comment être certain qu'il y aura les bons rôles autour de la table? Prise de décision imparfaite qui serait de nouveau travaillée à la fois suivante, cela ne crée-t-il pas de l'instabilité et des injonctions contradictoires et donc une perte de sens dans les organisations? On ne peut pas être certain.
Néanmoins, j'ai dit tout à l'heure qu'on utilisait la décision intégrative dans les processus de réunion de gouvernance, réunions dans lesquelles les seules décisions qu'on prend sont des créations, modifications ou suppressions de rôles et créations, modifications ou suppressions de politiques, c'est-à-dire de règles de fonctionnement sur les rôles. Les décisions opérationnelles ne sont pas prises avec cette méthode-là. Elles sont prises dans des réunions de triage avec une recherche d'autonomie dans les rôles. Donc ça, c'est un premier point qui est important. Ensuite, c'est un incitatif assez fort pour participer aux réunions. Donc, ça crée, ces pratiques de décision recréent une vraie dynamique d'adhésion aux réunions. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller dans les réunions puisque c'est là qu'on va avoir la possibilité d'avoir voix au chapitre pour participer aux décisions. D'un autre côté, ne pas participer, et ça c'est quelque chose qu'on a écrit noir sur blanc dans la Constitution en holacratie, la non-participation vaut acceptation des décisions prises. C'est-à-dire qu'il faut aussi être en responsabilité par rapport à ça. Il y a un espace pour prendre les décisions où on peut avoir la parole. Si on n'y va pas alors qu'on a été invité, dont acte, il faut aussi assumer le fait qu'on n'a pas été consulté dans ces décisions-là. Une autre chose qui est importante par rapport à ça et qui est un morceau de la réponse, c'est que les organisations en gouvernance partagée telles qu'on les pratique sont des organisations avec une structure fractale, c'est-à-dire des cercles et des sous-cercles, des sous-sous-cercles. Dans chaque cercle, il y a plusieurs rôles. Et en tout état de cause, on fait en sorte d'avoir une granularité de cercles suffisamment fine pour qu'autour de la table, on n'ait jamais plus de 7, 8, 10 personnes. Au-delà de 12, honnêtement, c'est très compliqué de faire la décision intégrative parce que ça fait des réunions beaucoup trop longues, très laborieuses et des processus plus difficiles à maîtriser. Donc, en réalité, le nombre de personnes à mobiliser sur une réunion n'est pas si grand que ça. Donc, finalement, ça simplifie une partie du problème. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que les réunions où on utilise la modalité décision intégrative, que sont ces réunions de gouvernance, elles sont très fréquentes dans une organisation qui adopte la gouvernance partagée et qui a besoin de faire tout un processus d'explicitation de ses rôles. Mais une fois que la gouvernance est posée et qu'elle est explicitée et écrite, on n'en fait pas toutes les semaines des réunions comme ça. Pour vous donner une idée, sur un cercle qui est arrivé à maturité sur sa gouvernance, c'est-à-dire qui a explicité la plupart de ses rôles et qui est assez au clair là-dessus, si on fait une gouvernance tous les 2 mois, souvent c'est amplement suffisant. C'est-à-dire que ça sert juste à venir faire des ajustements dans la structure organisationnelle d'un cercle, quel que soit le niveau du cercle. C'est-à-dire que ça va se décliner dans les cercles les plus proches de l'opérationnel, comme sur les cercles plus stratégiques ou transverses de l'organisation. Merci pour ces précisions. On a une question qui nous fait un petit peu remonter le fil de la discussion qui concerne la différence que tu fais entre la GPC et la décision intégrative. Véronique nous dit que tu nous dis qu'on ne se limite pas justement à des limites personnelles. Est-ce que tu aurais un exemple pour expliquer ça ? Est-ce que ça pourrait être une limite personnelle en fait, de l'individu pour une prise de décision ? En fait, c'est une préférence, un avis, une opinion personnelle. Le fait de dire, ah ben non, moi, cette décision, elle ne me va pas. En holacratie, cette posture-là, on ne va pas lui donner un poids suffisant pour bloquer la décision. Sauf si la personne est capable de dire que ça crée un tort à l'organisation ou que ça vient limiter l'un de ses rôles. À ce moment-là, c'est recevable. Et c'est intéressant d'aller le creuser parce que derrière une posture comme ça où on dit non, moi je ne suis pas d'accord avec la proposition, le facilitateur peut aller creuser en demandant d'accord, c'est lequel de tes rôles qui est impacté, c'est quoi le tort qui est créé concrètement, est-ce que c'est une hypothèse que tu fais ou est-ce que tu es sûr que ce tort va se produire? Et avec ça, on peut arriver à transformer cette posture très personnelle, cette opinion personnelle en une objection recevable. Dans la gestion par consentement, on va autoriser comme objection quelque chose qui relève de la posture personnelle, de dire, en tant que membre du cercle, je ne peux pas vivre avec cette proposition, ça me dérange trop. L'inconvénient de cette posture-là, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être argumentée et elle peut amener à empêcher une décision juste parce que quelqu'un a un désaccord de principe, par exemple, avec une décision, sans forcément pouvoir l'étayer, ni pouvoir expliquer que ça crée du tort à l'organisation. Voilà. Je te remercie.
Gwenaël nous demande, est-ce que ça peut être utilisé pour décision intégrative pour rajouter une redevabilité à un autre rôle? Et dans ce cas, si la personne qui remplit le rôle n'est pas à l'aise avec cette redevabilité, mais n'a pas d'objection qui remplisse les critères de validité, elle est obligée de l'accepter? J'ai l'impression que ça met un peu de côté l'humain, le process de consultation, la co-construction. C'est une très bonne question. En fait, ce sont deux choses complètement différentes. Quand on s'occupe des rôles, on réfléchit à ce qui est utile pour l'organisation et l'avis qu'une personne peut avoir en tant que porteuse du rôle est quelque chose de différent. Si une réunion de gouvernance, au travers d'une prise de décision intégrative, choisit de rajouter une redevabilité à mon rôle site web, pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure, en disant que le rôle site web, il doit aussi s'occuper du marketing du site web. Il ne doit pas seulement faire le site, mais il doit aussi s'occuper du marketing. En tant que porteur du rôle, je peux dire, oh là là, non, j'ai pas le temps, ça ne me va pas. Ça ne va pas être une objection recevable. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on donne cette redevabilité au rôle qu'on crée du tort à l'organisation. Ça me crée un problème à moi dans mon organisation de travail, mais ça ne crée pas un tort à l'organisation d'un point de vue conceptuel de donner cette redevabilité du marketing au site web. Donc, je ne pourrais pas, avec la décision intégrative, bloquer cette décision. La décision est prise, je suis porteur de ce rôle, et puis tout d'un coup, je me retrouve avec une redevabilité en plus, et il se trouve que ça ne me va pas du tout. Eh bien, à ce moment-là, en fait, cette tension-là, j'ai un espace pour la traiter qui peut être traité de plein de façons différentes. C'est-à-dire que je peux, dans le cas le plus extrême, on va dire, aller voir la personne qui est en position de premier lien ou de leader de cercle en disant « moi, ce rôle, il ne me va plus, je le quitte ». Puisqu'on est dans des règles de jeu où toute personne peut quitter un rôle à tout moment. Et la personne qui est dans cette position de leadership doit, en retour, quelque part, offrir un feedback, c'est-à-dire proposer un soutien à la personne pour trouver une manière de s'adapter pour énergiser correctement le rôle. Une solution un peu intermédiaire peut être d'amener cette tension-là en triage, par exemple, en réunion opérationnelle, pour dire, voilà, moi j'ai besoin de déléguer, d'organiser ce rôle, parce que là, tout d'un coup, on m'a confié une redevabilité supplémentaire et moi, le marketing, je ne sais pas faire, donc est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Et il peut sortir de là une décision organisationnelle qui fait que quelqu'un va venir en support, en soutien à un rôle. Et puis, il y a une troisième voie de traitement possible d'une situation comme celle-là, qui est de se dire, finalement, moi, on m'a confié un rôle qui est un habit qui est trop grand pour moi, j'ai des redevabilités que je ne sais pas traiter. En fait, j'ai toute autorité pour m'organiser comme bon me semble par rapport à ça. C'est-à-dire que je peux les déléguer à quelqu'un d'autre, ou je peux transformer mon rôle en un cercle en créant des sous-rôles, et peut-être que dans mon cercle, j'aurai un rôle technique site web, un rôle marketing pour séparer les choses, et à ce moment-là, confier cette redevabilité à quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, on a plein de possibilités pour traiter la manière dont on gère la charge de travail, les compétences, les envies, les aptitudes, etc. Mais c'est quelque chose qui, finalement, est différent de ce qu'on cherche en réunion de gouvernance avec la décision intégrative. C'est-à-dire que si un cercle a dit on a besoin de faire du marketing sur notre site web, donc il faut qu'on mette cette redevabilité dans le rôle, c'est au service de l'organisation, et donc, même si ça génère des tensions, on ne s'empêche pas de le faire. Le fait que ça génère des tensions n'est pas un problème, puisqu'on a plusieurs espaces pour les traiter. Merci pour la précision. On va arriver assez rapidement au bout du temps qu'on avait. Il reste des questions qui sont pour le moment encore sans réponse. Mais Alyosha, j'aimerais bien te donner la parole pour que tu puisses peut-être nous faire une synthèse ou en tout cas des éléments saillants avec lesquels tu voudrais donner de la matière aux participants sur ces principes et sur peut-être ces champs d'application de la décision intégrative. Pour éviter des redites, et je pense qu'on peut essayer de prendre une ou deux questions encore et je garderai le temps de faire une synthèse rapide. Ok, super, ça marche. Vincent nous disait, dans la décision par consentement, on donne souvent l'exemple de décider de peindre une pièce en rouge et une objection serait « je suis épileptique et cela peut avoir un impact sur ma santé ». VS, une objection, j'aime pas la couleur rouge. En décision intégrative, est-ce qu'on peut considérer que la première objection peut causer un tort à l'organisation car la santé des salariés fait partie de l'équilibre de l'organisation? C'est un exemple sociocratique
C'est-à-dire qu'avec la décision intégrative et dans un mode de gouvernance en holacratie, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que peindre une pièce en rouge n'est pas une décision à faire passer en décision intégrative. Il ne s'agit pas ni de créer un rôle, ni de supprimer un rôle, ni de modifier un rôle. On n'est pas dans une décision structurelle. La question serait peut-être de créer un rôle peintre pour que quelqu'un ait la redevabilité peindre la pièce. Et ce rôle peintre, on peut lui donner une redevabilité qui est de concerter le groupe sur le choix de la couleur, par exemple, ou d'utiliser telle ou telle méthode dans les choix qu'il va faire. Voilà, donc en fait, ce n'est pas un sujet de gouvernance, donc ce n'est pas un sujet typiquement à passer dans la décision intégrative. C'est une belle illustration du fait que ce n'est pas un processus de décision à utiliser sur tout type de décision. Sinon, ça peut créer vraiment quelque chose de très compliqué dans le fonctionnement d'une équipe ou d'une organisation. Et ça peut donner aussi l'impression aux personnes d'être soit départies complètement de leur pouvoir de décision, soit au contraire donner un pouvoir absolument excessif aux individus, une sorte de droit de veto sur toutes les décisions, et à ce moment-là être paralysant pour une équipe, pour une organisation. Donc c'est un peu le point que je développais plutôt dans mon intervention en disant qu'on ne peut pas appréhender cet outil de manière isolée. C'est un outil qui fait partie d'un système de gouvernance partagée qui est plus vaste et qui repose principalement sur un fondement hyper important qui est l'autorité et la délégation d'autorité donnée à des rôles et à des cercles. Et une fois qu'on a donné de l'autorité à un rôle, on ne va pas faire une décision intégrative dessus, ce serait complètement contradictoire. Voilà. Véronique rebondissait aussi là-dessus. Elle disait, du coup, j'ai bien compris qu'une décision intégrative n'est pas tenue compte de l'âge des limites de chacun. Du coup, j'imagine que c'est une décision qui ne cause pas de tort à l'organisation, mais avec laquelle une, voire plusieurs personnes ne sont pas OK et du coup peuvent potentiellement être en souffrance et ou se mettre en résistance ou autre posture. Cette situation est-elle déjà arrivée? Comment a-t-elle été réglée? Ça peut arriver avec une décision de type peindre la pièce en rouge, mais pas avec une décision de créer un rôle. On ne rentre pas en souffrance parce qu'on a créé un rôle. La manière dont le rôle est porté peut créer de la souffrance. C'est différent, mais ce n'est pas l'existence d'un rôle ou d'une redevabilité qui crée ça. Et on a un autre espace pour traiter les tensions qui peuvent apparaître dans la manière dont les rôles sont portés et énergisés, qui est la réunion opérationnelle de triage, où on va avoir une posture très différente dans la facilitation, puisqu'on va chercher absolument à résoudre la tension de la personne. Et donc, si en tant que personne, je dis, moi, ce rouge, il m'est absolument insupportable et je ne peux pas, on ne va pas sortir de la réunion de triage tant qu'on n'a pas trouvé une solution pour traiter cette tension. Donc, en fait, on a cet espace pour traiter ces sujets-là, mais dans lesquels on ne va pas utiliser le processus de décision intégrative. Voilà, cette fois-ci, je crois qu'on arrive à peu près à 14h30, donc je vais clôturer cette présentation, ce webinaire. Merci à tout le monde d'avoir participé et surtout pour les questions super intéressantes que vous n'avez pas pu partager. Je vois qu'il y en a d'autres et vous voyez que ce sont des sujets sur lesquels on pourrait parler longtemps parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on pourrait tirer des fils vers plein d'autres thématiques puisqu'on touche à tout le système d'organisation, notamment s'il est appuyé sur une constitution ou sur des règles du jeu explicites. Ce qu'il faut retenir pour moi, principalement, c'est que la décision intégrative n'est pas un outil à utiliser seul. Il est à utiliser dans un contexte de gouvernance où on a très, très clairement défini quelles sont les règles du jeu qui s'appliquent et quelles sont les décisions qu'on prend avec la décision intégrative, quelles sont les décisions qu'on ne prend pas avec, c'est-à-dire quelles sont les décisions qu'on délègue à des rôles et sur lesquels on leur laisse de l'autonomie et de l'autorité. Voilà. Le deuxième point fondamental, c'est que c'est un processus de décision qui doit être facilité par quelqu'un qui connaît bien le processus et qui sait avoir cette posture de détachement par rapport aux points qui sont apportés, soit parce que c'est quelqu'un d'extérieur, soit parce que c'est quelqu'un qui est capable d'être dans cette posture de différenciation de ces différents rôles pendant les tours de table. L'élection sans candidat étant une des meilleures modalités, à mon avis, pour ça, parce que ça permet de doter le facilitateur ou la facilitatrice de toute la légitimité qu'il faut pour avoir l'autorité nécessaire dans la tenue de ce processus qui, croyez-moi, quand il y a des décisions qui ont de l'enjeu, demande un peu de méthode. Voilà, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup et puis certainement à très bientôt.